Bonjour à tous. Merci François pour cette introduction. Merci à Hélène de m'avoir invité à ce séminaire. Alors, je voudrais partager ma présentation, mais je vois que c'est que l'hôte qui peut partager. Hélène, faudrait me donner les droits ou... Alors, normalement, je vous ai mis co-hôte. Ah, alors ça veut dire que ça va marcher. Ok, parfait. J'ai eu tort de douter. Vous voyez donc mon partage d'écran? Oui, on le voit très bien. Parfait. Donc, en piste. Comme je reprends une phrase de l'ADEME, c'est que le premier déclencheur du passage à l'action, c'est d'avoir déjà subi les impacts du changement climatique. Donc, ça, c'est quand même un petit peu dommage. Et donc, les ateliers de l'adaptation au changement climatique, ils sont là pour vous éviter cette douloureuse et coûteuse expérience. En préliminaire, je vais faire un très rapide focus sur les impacts à venir. Avant les ateliers d'adaptation au changement climatique, on a une conférence interactive qui s'appelle le déclic adaptation et qui va revenir sur les aléas actuels, les impacts actuels pour montrer à quel point c'est déjà présent, les aléas futurs et les impacts futurs pour montrer que ça va pas aller en s'arrangeant. Et c'est un outil important, notamment pour les CODIR et les COMEX, donc le sujet d'aujourd'hui. Et Yannick en a pas mal parlé en disant comment arriver à vraiment motiver un COMEX et les investisseurs à investir dans l'adaptation. Donc, on revient notamment dans cette conférence sur voilà, le prix Nobel décerné à William Nordhaus, qui a été le premier chercheur, premier économiste à avoir créé un modèle quantitatif qui décrit l'interaction entre économie et climat. Et en fait, dans son modèle, il disait qu'avec un réchauffement à plus 6, donc un scénario quand même vraiment assez catastrophique, on ne détruirait que 10% du PIB mondial. Il y a eu beaucoup de, de critiques sur, sur ce rapport. Et en 2023, sort un article scientifique qui fait vraiment date dans Nature, donc ce qu'il y a de mieux en termes de publication. Et ça a été le deuxième article scientifique le plus médiatisé en 2024 sur le sujet du climat, qui balaye complètement le modèle Nordos et qui dit qu'en fait les dommages vont être beaucoup plus importants puisqu'on arriverait à 19%, alors que les coûts de l'atténuation, eux, si on atténuait, seraient six fois moindres. Derrière ça, il y a le réseau des banques centrales pour une finance verte qui refait ses calculs et surtout un rapport des actuaires très important. Donc les actuaires, vous voyez, ce sont les personnes qui sont habituées à gérer les risques. Ce ne sont pas les scientifiques qui sont en train de faire des modèles sur les impacts du changement climatique, ce sont les personnes qui gèrent les risques. Et eux, dans leur rapport, ils disent, voilà, euh, en fait, c'était pas 10%, c'est pas 19, mais on pourrait peut-être même perdre 50%. Donc, c'est beaucoup plus. Ils insistent sur la différence entre des scientifiques qui font des modèles et ils veulent absolument des preuves et l'approche des gestionnaires de risque qui, eux, disent il faut absolument prendre en compte des résultats plausibles. Et donc, voilà. Et ils ont dans ce rapport une phrase qui est très frappante. Donc, je vous la livre parce que souvent des images ou des petites histoires restent plus en mémoire que des graphiques. C'est un peu comme si l'on évaluait les risques de l'impact du Titanic avec un iceberg, mais en excluant de notre modèle la possibilité que le navire coule, qui manquera des canaux de sauvetage et la mort par noyade ou hypothermie. Donc, on connaît tous l'histoire du Titanic. Voilà. Et donc, l'approche, c'est pas dire, OK, peut-être que le Titanic va rencontrer un iceberg, mais c'est vraiment de se dire, en fait, si ça se passait, voilà ce qui arriverait, parce on est très vulnérable. Le navire peut couler et on manque complètement de moyens de faire face. Les moyens de faire face, c'est les canaux de sauvetage pour éviter le pire. Et les actuaires vont aussi insister sur l'interconnexion des points de bascule en disant, voilà, dans les modèles actuels, on oublie qu'il peut y avoir vraiment des points de bascule et des points de rupture. Et derrière ça, donc c'est un autre rapport de World Economic Forum qui montre un petit peu, selon les scénarios d'émissions, quelles seront les pertes. Donc c'est une étude qui est très importante puisque c'est sur pratiquement 6000 entreprises cotées. Et puis, ce qu'on aime bien dans ce rapport, c'est qu'on voit quels sont les aléas climatiques les plus importants. Donc, bien les avoir en tête. Le plus important, dans tous les cas, c'est vraiment les vagues de chaleur. Derrière, ce sont les sécheresses et derrière, ce sont les inondations.
Voilà, donc après cette petite mise en bouche, je vais dire ce déclic adaptation, hein, comme son nom l'indique, hein, c'est vraiment pour la conférence dure une heure et demie. On l'a faite par exemple dans des CEC. C'est vraiment pour prendre, on le fait aussi devant des COMEX, on le fait aussi devant des conseils d'administration. C'est pas un moment agréable à passer, mais c'est pour quand même vraiment prendre, d'avoir en tête la dimension de ce qui nous arrive. Donc après les mauvaises nouvelles, qui sont, ça va pas être fabuleux ce qui nous arrive, on a donc un atelier qu'on appelle l'atelier standard. C'est un atelier qui se joue 6 à 8 participants avec des cartes et qui est essentiellement orienté sur le passage à l'action. J'ai essayé de vous mettre des photos colorées et dynamiques pour vous montrer que voilà, c'est pas parce que la situation n'est pas drôle qu'on peut pas travailler ensemble et trouver des solutions. Donc, les 4 choses à savoir importantes sur les ateliers d'adaptation au changement climatique, c'est que d'abord, on propose une méthode qui est fondée sur la science, principalement le rapport du GIEC, pour s'adapter aux impacts. Ils sont conçus pour le passage à l'action, donc on est vraiment résolument tourné vers le passage à l'action et on va accorder autant de temps à la théorie qu'au travail sur un cas pratique. Donc, on va vraiment parler de votre entreprise sur un cas très concret. On intègre par construction les parties prenantes, donc il est essentiel de comprendre qu'on travaille dans un territoire, qu'on travaille dans une chaîne de valeur, qu'on travaille avec des fournisseurs et des clients. Et donc on s'appuie sur toutes ces parties prenantes, on les intègre et on s'appuie aussi sur l'intelligence collective. Et enfin, c'est un atelier systémique, donc on va parler d'adaptation, mais on va aussi parler d'atténuation, de biodiversité, comme l'a rappelé François Boileux. Changement climatique et biodiversité sont totalement liés. Et on parle aussi de justice et d'équité. Donc, c'est un atelier de sensibilisation qui se décompose en la méthode en 4 étapes. On va revenir sur la différence entre adaptation et atténuation. Une étude de l'ADEME chaque année montre que malheureusement, l'adaptation est un sujet totalement méconnu. Et quand les personnes pensent le connaître, en fait, ils le confondent avec l'atténuation. Donc, déjà, pour bien pouvoir s'adapter, ben, il s'agit de bien comprendre la différence entre adaptation et atténuation. On va aborder les composantes du risque, je vais vous montrer ça. On va mettre en lumière le risque de maladaptation et comment essayer de diminuer les maladaptations et de chercher des co-bénéfices. Et enfin, on va parler d'une trajectoire transformationnelle. Donc ça aussi, ça a été évoqué à un moment dans les questions posées à Yannick. Oui, on va chercher des solutions à court terme face aux limites du réel quand on manque d'eau. Et on va aussi être amené dans cette trajectoire transformationnelle à se poser des questions sur, comme ça a été dit par un participant, les finalités du produit, mon business model et vers quoi je souhaite en fait réellement aller. Donc rapidement, la différence entre atténuation et adaptation. L'adaptation, c'est gérer les conséquences. Il y a des canicules, il y a des sécheresses, il y a des inondations. Bah, qu'est-ce que je fais avec ça? L'atténuation, c'est s'attaquer aux causes. Il y a des émissions de gaz à effet de serre. Ça nous conduit à un changement climatique très important. Il s'agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, avec l'adaptation, on dit qu'on fait avec, alors qu'avec l'atténuation, on va lutter contre. L'échelle géographique, c'est très local, hein. C'est une usine, c'est un entrepôt, c'est une entreprise. Voilà, j'agis à mon niveau, alors que l'atténuation, c'est mondial. Tout le CO2 qui est émis profite à toute la planète. L'échelle temporelle, ben, on va avoir des solutions dès le très court terme, alors que l'atténuation, ben, c'est le long terme, puisqu'il y a déjà une bonne partie du CO2 qui est émis. Le changement climatique, on ne reviendra pas en arrière. Donc, ce qu'on fait pour l'atténuation, c'est vraiment le futur. Ce qui induit en fait un biais, parce que quand on n'agit pas pour nous, mais pour l'ensemble, et pas pour maintenant, mais pour le long terme, on est beaucoup moins motivé à agir que quand on agit pour nous à court terme. Et donc, le premier message très important de l'atelier, c'est de montrer à quel point adaptation et atténuation sont complémentaires et indissociables. On ne peut pas ne pas atténuer, sinon on sortira des limites de l'adaptation. Et on ne peut pas ne pas s'adapter, parce que sinon on va se prendre toute une série d'événements qui vont vraiment nous mettre à mal. L'approche par le risque, donc ça se joue avec des cartes. Et donc, tout l'atelier est fondé sur le risque. On va parler d'un enjeu, donc votre chaîne de valeur. Qu'est-ce qu'il y a de l'importance dans votre chaîne de valeur? Vos clients, vos ressources humaines, vos bâtiments, vos process, les matières premières, etc. Il y aura 3 composantes du risque. L'aléa, c'est-à-dire la menace qui risque de se produire.
donc les vagues de chaleur, etc. L'exposition, est-ce que vous êtes exposé à cette vague de chaleur? Et la vulnérabilité, c'est est-ce que vous êtes sensible à cette vague, à cette menace, et est-ce que vous avez la capacité à y faire face? Et on va dire, bah, pour un enjeu donné, si l'aléa se produit, vous êtes exposé, vous êtes vulnérable, alors vous aurez un impact, c'est-à-dire les conséquences si cette menace se réalise. Donc, je vais vous prendre, bon, pour résumer, s'il y a un risque, il faut un enjeu. Donc, je vais vous prendre un petit exemple avec une tempête, avec un gros bateau porte-container et un petit voilier. Une menace, bah, donc c'est cette tempête. L'enjeu, donc, bah, est-ce que vous êtes à l'endroit où va se produire cette menace? Et si vous y êtes, est-ce que vous êtes sensible à cette menace, cette fameuse vulnérabilité? Et là, bah, il reste plus que le petit bateau. Le gros bateau va peut-être passer un mauvais moment, mais en tout cas, il aura la capacité à faire face. Et donc, pour le petit bateau, bah, s'il n'a pas vraiment cette capacité à y faire face, le risque, c'est qu'il risque de couler. Donc, voilà comment se présente ce risque. Après, on revient sur le risque climatique. Donc, les principaux risques climatiques, c'est record de vagues de chaleur, des fortes pluies, sécheresses, vraiment les trois à avoir en tête. Après, vous avez le retrait gonflement argile, vous avez les agents pathogènes, vous avez les incendies. Vous êtes concerné, vous pouvez être concerné par les tempêtes et vous êtes concerné ou pas par la montée de la mer, mais la montée de la mer, ça va durer pendant très très longtemps. Donc, à ce stade-là de l'atelier, on va poser la question, voilà, pour un risque, aléa, exposition, vulnérabilité, les trois composantes. Quand vous faites de l'atténuation, sur quelle composante jouez-vous? Et quand vous faites de l'adaptation, sur quelle composante jouez-vous? Donc, je vous laisse vous poser un petit peu la question, peut-être que ça va très vite, hein. Mais la réponse, c'est que quand je joue sur l'aléa, quand je fais de l'atténuation, je joue sur l'aléa, je vais faire en sorte que les aléas n'empirent pas trop. Donc ça, c'est la politique d'atténuation. Et après, quand je fais face, eh bien, je vais réduire mon exposition, réduire ma vulnérabilité. Ça s'appelle l'adaptation. Et donc notre méthode, elle est fondée sur ça. On analyse le problème, c'est le risque, et derrière, on va explorer les solutions en se disant, ben, je peux réduire mon exposition, je peux réduire ma vulnérabilité. Il n'y a pas de fatalité à l'exposition à la vulnérabilité. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc les participants jouent avec des exemples. Donc là, je vais vous en montrer un très rapidement, des habitations, donc un entrepôt ou des bâtiments. Donc il est près d'un cours d'eau. Bah, évidemment, il a des portes et des fenêtres, donc l'eau peut rentrer et bien vous risquez d'endommager ce qu'il y a à l'intérieur, voire vous risquez de perdre votre bâtiment. Et donc, avec les cartes, on va proposer des solutions comme relocaliser. Il y a des endroits où on n'aura pas le choix. On peut construire des digues, donc ça, c'est un moyen de se protéger. On peut aussi avoir des solutions fondées sur la nature qui sont essentielles, comme créer des zones d'expansion des crues. Et puis, à très court terme, on va se dire, bah, je peux peut-être étanchéifier mes voies d'eau, je joue sur la vulnérabilité et je peux surtout me former déjà à la culture du risque. Ensuite, on va passer à la phase d'évaluation, c'est-à-dire qu'on va se dire, OK, je veux réduire les composantes de mon risque. Est-ce que je les ai bien réduits? Et là, il y a ce nouveau graphique du GIEC qui montre en fait qu'il y a la question des réponses humaines. C'est-à-dire que dans l'adaptation, les réponses humaines font que je pense réduire mon risque et en fait, je l'augmente. Et ça s'appelle la maladaptation. Et donc, toute la question, ça va être essayer de passer de la maladaptation au co-bénéfice. Donc, les archétypes de la maladaptation, pour le GIEC, il y en a deux, c'est la digue. Vous pensez être protégé par votre digue et si elle rompt, ben vous aurez plus d'eau sur plus de bâtiments, donc vous aurez augmenté votre exposition. Et souvent, vous vous êtes endormi derrière votre digue, donc vous aurez aussi créé une vulnérabilité parce que vous aurez oublié le risque. Un autre archétype de maladaptation, c'est la climatisation. Vous pensez réduire votre exposition à la chaleur, mais si vous êtes dans un îlot de chaleur urbain, ben en fait, vous aurez rejeté de la chaleur à l'extérieur, donc vous aurez créé vous serez exposé à plus de chaleur. Vous êtes vulnérable parce que vous dépendez de l'électricité et de vos systèmes de climatisation et par vague de forte chaleur. Tout le monde demande de l'électricité avec des réseaux qui supportent mal la forte chaleur. Et donc, vous risquez de vous retrouver dans un îlot de chaleur urbain plus chaud, sans moyen de faire face. Et donc, la climatisation en tant que telle est aussi une maladaptation. Et puis ensuite, dans l'atelier, on va voir un petit peu tous les autres critères d'évaluation. Donc, on va parler du climat, mais de la biodiversité, de la justice, de la santé, des limites planétaires et des critères classiques de faisabilité. Et puis ensuite, dernière phase, on va se dire, OK, donc avec toutes ces solutions, ces options d'adaptation que j'ai envisagées, maintenant que j'ai compris les limites en termes de mon adaptation, maintenant que j'ai essayé de chercher des co-bénéfices, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on va se poser la question, est-ce que je peux mettre en œuvre cette option à court terme, moyen terme et long terme? Et surtout, on va se poser la question, est-ce que ce sont des ajustements à la marge du système ou des mesures transformationnelles?
puisque, et j'en ai parlé un petit peu avec le déclic, on va beaucoup insister sur le fait que le changement climatique est déjà là, ça va s'aggraver, et donc il y a un moment, il faut envisager des mesures véritablement transformationnelles. Donc ces mesures transformationnelles, avec le cas de mon entrepôt, bah, ça peut être de se relocaliser. Peut-être qu'à un moment, il n'y aura pas le choix, et donc il faut le prendre en compte. Ça va être aussi de se dire, bah, on va travailler avec le territoire et on va créer des zones d'expansion des crues. Et puis, en attendant, bah, je vais déjà étanchéifier mes voies d'eau. Et puis, au milieu de tout ça, on va se poser la question, qu'est-ce que je fais de la digue? Et la digue, dans la trajectoire transformationnelle, on va se dire, on l'a fait tout en gardant en tête qu'on va se relocaliser. Et donc, ça veut dire qu'on peut créer des digues, on peut surélever des digues, mais en ayant en tête que ça ne suffira pas et qu'il y a un moment, il faudra bien se relocaliser. Donc ça, c'est toute la dynamique transformationnelle, c'est de se dire la maladaptation. Si je ne fais que la digue, je verrouille mon futur, j'investis mon argent dans quelque chose qui ne sera pas pérenne et en fait, je ne gère pas mon risque à long terme. Si en revanche, je construis une digue, mais que je sais qu'à un moment, je vais devoir me relocaliser, alors à ce moment-là, j'ai une trajectoire qui tient la route. Donc voilà la vision globale de l'atelier, cette fameuse méthode. Un, j'analyse mon problème avec le risque. Deux, j'explore, je cherche des solutions d'adaptation. Trois, je les évalue et je prends conscience des maladaptations potentielles. Je vais plutôt essayer de rechercher les co-bénéfices. Et quatre, je dessine ma trajectoire. Ensuite, c'est un atelier de passage à l'action, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un cas propre à l'entreprise. Donc, on va prendre un enjeu propre. Donc là, bah, dans le cas de la papeterie, par exemple, ça aura été par rapport au stress hydrique, comment j'arrive à maintenir une production alors que je sais que j'ai un aléa sécheresse important et donc des impacts forts, puisque Yannick a parlé à 15 ans en disant bah, peut-être que carrément on ne peut plus du tout avoir notre activité. Donc, on va identifier son risque, l'exposition et les vulnérabilités. Ensuite, on va aller chercher des options de réduction de l'exposition et des vulnérabilités. On va évaluer les mesures et leur degré transformationnel. Et ensuite, on va esquisser une trajectoire. Donc c'est vraiment un exercice qui permet de se projeter et de se dire bah, ça vaut la peine d'imaginer vraiment des solutions transformationnelles d'une part et d'autre part bah, qu'est-ce que je fais à très court terme puisqu'une entreprise elle doit gérer son court terme, son moyen terme à son long terme. Donc là je vous mets un petit exemple qui est très très classique. Hein. François a beaucoup insisté sur le sujet des ressources humaines et des vagues de chaleur. C'est le premier enjeu et l'impact le plus fort. Hein, ces vagues de forte chaleur sur les ressources humaines, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, donc où est-ce qu'elle est située? Ces vulnérabilités. Bah, notamment la pénibilité du travail évidemment et des process qui peuvent dégager des chaleurs, les impacts et puis bah, qu'est-ce qu'on peut faire et puis ensuite on dessine une trajectoire. Donc voilà en très très rapide ce qui se passerait dans un atelier. Alors, comme je sais qu'il faut des questions-réponses, je vais essayer de gérer pas trop mal mon temps. Là, je suis allée assez vite. Nous, on propose donc deux parcours, un parcours standard et un parcours long, mais bon, je vais passer. Comme ça, je vais garder plus de temps peut-être pour les questions-réponses. Euh, donc, la conclusion de l'atelier, nous, on reste résolument positive. Hein. On va se dire, il y a quatre bonnes raisons de s'adapter. La première, c'est qu'on va éviter les pertes humaines et financières liées à l'impréparation. J'ai commencé en disant, bah, c'est quand même dommage, comme le souligne l'ADEME, la première raison de se poser une question d'adaptation, c'est d'avoir subi des dommages. Donc, nous, on va se dire, essayons d'anticiper. La deuxième chose, c'est que vous lancez vraiment une dynamique collective. C'est vrai qu'évidemment, ces sujets de changement climatique, de perte de biodiversité, de tension sociale génèrent quand même énormément d'éco-anxiété. Le fait que on s'attaque au sujet de façon très concrète dans l'adaptation sur un point qui vous concerne, qui soit local, que vous puissiez mettre en œuvre des choses tout de suite, bah c'est vraiment une dynamique collective positive. Enfin, dans l'adaptation, bah, on va traiter tous les sujets. Hein. C'est une façon d'attraper le sujet. Mais derrière, on va avoir des solutions qui font aussi de l'atténuation. On va avoir des co-bénéfices avec la biodiversité. On va prendre en compte la justice et l'équité. Donc, on a énormément de synergie. Donc, c'est très positif. Et enfin, et ça aussi, Yannick Habert l'a beaucoup souligné, hein, ben, c'est qu'on va essayer d'assurer sa pérennité dans un monde dominé par des fluctuations. Donc nous, avec le déclic adaptation, on va beaucoup insister sur ces fluctuations à venir. Et derrière, ben, on va, voilà, par la trajectoire transformationnelle, on va voir comment arriver à rester
avoir son entreprise vivante dans ce monde dominé par les fluctuations. Et donc, on aime bien terminer par ce petit dessin qui est de dire, bah, si on s'adapte dans les temps, on arrivera à dessiner un beau cheval. Et si en revanche, on s'adapte au dernier moment, bah, ça sera peut-être beaucoup moins bien. Je vais arrêter le partage, c'est peut-être plus sympathique. Merci beaucoup, Marguerite, pour cette présentation rapide, mais qui nous donne vraiment un éclairage de la compréhension dont les ateliers sont organisés et structurés. Une première question pour vous. Où peut-on se former pour animer ces ateliers? Y a-t-il un réseau d'animateurs qualifiés, des supports disponibles, des replays? Alors, aujourd'hui, donc, on forme effectivement des animateurs. On a 800 animateurs formés. Il suffit de nous contacter sur notre site internet, les ateliers d'adaptation au changement climatique. Vous mettrez l'adresse, je pense, pour être formé. On ne forme que des consultants totalement engagés dans la transition écologique, qui soient indépendants dans des petits cabinets ou dans des plus gros cabinets. Mais voilà, et les deux qualités indispensables, c'est d'une part une bonne connaissance évidemment du climat et de la biodiversité, etc. Et d'autre part, cette capacité à animer en intelligence collective, puisque c'est vraiment un atelier d'action. Donc, comment on pose les questions, comment est-ce qu'on amène les participants à interagir ensemble pour chercher des options, pour les évaluer et pour construire cette trajectoire. Merci. Et une autre question également un peu plus sur l'organisation des ateliers et leur origine. Pouvez-vous nous redire qui est à l'origine des ateliers, qui le finance et qui l'anime? Donc, les ateliers ont été créés par Juliette Nouel, qui est journaliste, qui tient une tribune LinkedIn. Donc, vous pouvez la suivre sur son LinkedIn, Juliette Nouel, Nouel, voilà. Juliette, donc, connaît le sujet du climat, le suit depuis très longtemps, a beaucoup fait de fresques du climat, donc parler d'atténuation, et étant journaliste, a tout à fait conscience du fait que l'adaptation est le sujet qui nous rattrape. Il était logique de commencer par parler d'atténuation, puisque quand on comprend qu'il y a un problème, on prend l'image de la baignoire. Quand on voit qu'une baignoire va déborder et que le robinet coule, on se dit il faut fermer le robinet. Donc ça, c'est logique. On commence par s'attaquer au sujet de l'atténuation, réduire nos émissions. Et aujourd'hui, vu que, comme le montre la trajectoire de réchauffement, d'adaptation au changement climatique, on est à plus 1,8 en France, plus 2,1 sur les 10 dernières années, et on va aller à plus 3, plus 4, ben, il faut bien à un moment se dire le monde dans lequel on est a changé, donc il faut s'adapter. Et donc, elle a créé ces ateliers pour être un petit peu, comme l'a montré François Boileux, la première brique de prise de conscience. Il y a un changement climatique, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de m'outiller d'une méthode pour analyser mon risque, pour éviter les maladaptations et pour vraiment me projeter. Donc c'est vraiment l'outil qui s'intègre à ça. La deuxième question, c'était comment est-ce qu'on est financé? Alors, on a eu un soutien de l'ADEME pour créer ces outils et pour former des animateurs, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'aide spécifique. Ce sont des ateliers qui s'intègrent dans des parcours et qui sont faits par les entreprises et les collectivités d'ailleurs. Merci beaucoup, Marguerite. J'ai pas d'autres questions spécifiques sur les ateliers. Si vous en avez, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Peut-être, François, un point, parce qu'on a eu plusieurs. Peut-être aussi, du coup, et le remettre en perspective aussi avec les autres outils qu'on a présentés. Et Marguerite, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, parce qu'il y a plusieurs endroits où on peut les mettre. Les ateliers d'adaptation au changement climatique, c'est une très bonne porte d'entrée pour sensibiliser l'ensemble de vos collaborateurs, pour comprendre les aspects systémiques de l'adaptation au changement climatique. Alors, ça peut venir soit avant un diagnostic, souvent peut-être avant de se lancer dans une demande de diagnostic ou en parallèle. Ensuite, la partie diag adaptation expert qui a été proposée
par la CCI. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a plusieurs outils de diagnostic d'adaptation, de vulnérabilité, pardon, parce qu'effectivement, il n'y a pas de monopole. Donc, il y a ce très bel outil qui a été fait et qui est porté par les chambres de commerce et d'industrie qui ont leurs moyens. Et donc, un autre outil parallèle va être porté et lancé financé par l'ADEME et porté par BPI France, qui est le DIAG adaptation, qui est similaire à l'accompagnement que vous pouvez avoir par les CCI et qui sera lancé. Et puis ensuite, il y a le parcours ACT qui est sur la décarbonation et qui a vocation à intégrer, acte pas à pas, à intégrer pour vous aider à mettre en place votre stratégie, un volet adaptation. Et puis ensuite, il y a acte évaluation, où là, on vous permettra de réfléchir à la mise en œuvre de votre stratégie. Et merci beaucoup, François, d'avoir partagé un slide pour récapituler le parcours. Donc, Euh, ouais, quelques petites questions. Alors déjà, Hélène, effectivement, principalement, idéalement, on s'insère avant une analyse de vulnérabilité. Il se trouve qu'on intervient aussi très fréquemment, une fois cette analyse de vulnérabilité faite, parce que les personnes, pour se l'approprier dans l'entreprise, ont besoin d'avoir une vision globale, en fait. C'est-à-dire que travailler dans le détail a absolument besoin de comprendre le pourquoi derrière, hein. C'est ultra classique. Mais le fait de présenter un pourquoi et le fait de présenter cette dynamique, j'analyse, je cherche, j'évalue, je fais ma trajectoire, permet vraiment d'acquérir les bons réflexes avant de travailler dans le détail. Il y avait la question je réponds aux petites questions. voilà, exactement. Sur les Voilà. deux types d'ateliers, vous pouvez du coup passer plus de temps sur les slides Voilà, que donc je vous vais aviez. repartager ça. Donc l'atelier standard, il dure 3h30. Donc pendant une heure et demie, on va introduire le sujet, découvrir la méthode. Donc par exemple, le cas habitation, on va jouer sur deux, trois cas. Et puis ensuite, pendant une heure et demie, on va travailler sur le cas spécifique. Et puis on va garder une demi-heure pour vraiment tirer les conclusions, le passage à l'action et donc notamment comprendre la nécessité d'une analyse de la vulnérabilité. Voilà. Donc ça, cet atelier, il coûte 1500 euros. Vous nous contactez sur le site internet, on vous rebascule vers des animateurs pros qui savent très bien traiter le sujet. Le deuxième parcours approfondi qui dure 7 heures, donc là, on va avoir le déclic adaptation de 2 heures, donc ce temps important consacré à bien comprendre les aléas, les impacts. Chaque fois, il est personnalisé en fonction de votre secteur d'activité. Voilà, donc si vous êtes dans l'agroalimentaire, on vous parlera encore plus de ce qui se passe dans l'agroalimentaire. Si vous êtes dans la chimie, encore plus de ce qui se passe dans la chimie. Ensuite, vous retrouvez l'atelier au milieu, hein, découverte de la méthode. Recherche d'enjeux, donc là, on va prendre un temps d'une heure et demie où tous ensemble, on va regarder votre chaîne de valeur et se poser la question, comme l'a dit François, de l'amont à l'aval, bah, où est-ce que dans ma chaîne de valeur, je suis concerné par les aléas? Donc, ça vous amène en fait intuitivement à assez bien cerner les endroits critiques dans le cadre de votre entreprise. Et ensuite, on va travailler sur un cas pratique. Donc ça, ce parcours approfondi, lui, coûte 2500 euros. Et évidemment, vous avez une dynamique complète. Je comprends vraiment le problème, je comprends bien la méthode et je comprends très bien aussi où, où est-ce que je suis principalement concernée. Ça peut se faire en deux temps, hein, deux fois une demi-journée aussi. On a une formule express parce que quand on est un comité de direction ou un COMEX, on n'a pas forcément beaucoup de temps. Donc, à ce moment-là, on peut réduire l'atelier jusqu'à 2h30 pour aller vite. Et on peut aussi faire le déclic adaptation tout seul. Alors, je pense que là, alors, oui, j'ai un endroit, je pouvais montrer la carte, voilà, la carte des animateurs qu'on retrouve sur le site. Alors, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Est-ce que vous François? auriez pardon, des ordres de grandeur pour, j'imagine que c'est un petit peu différent en fonction de la taille de l'entreprise ou du secteur, mais pour les autres, des ordres de grandeur financière sur le coût des ateliers 7 heures et de l'atelier express. Alors, bah, l'atelier 7 heures, c'est 2500 euros. Après, bah oui, il y a toujours plein d'aménagements possibles, hein. Et l'atelier express, pour le coup, ça va être 1500 euros comme l'atelier standard, qu'il soit express ou qu'il soit
Pour nous, c'est le même travail en fait. Il faut chercher l'enjeu. Enfin, c'est exactement, exactement la même chose. Alors justement, sur les secteurs que l'on aborde dans ces ateliers, n'importe quelle entreprise dans n'importe quel secteur peut s'engager dans un atelier. C'était pour un peu élargir la question que l'on avait sur les ateliers sont-ils adaptés pour le secteur financier et bancaire? Alors déjà, on fait beaucoup d'ateliers dans le secteur financier et bancaire, ce qui d'ailleurs pour nous, euh, on a toujours des retours très positifs sur la façon dont on aborde le risque, alors que s'il y a bien quand même un secteur qui connaît bien la gestion du risque, c'est quand même bien le secteur financier, hein. Donc, on travaille aussi beaucoup avec les assureurs. Les assureurs, d'ailleurs, immédiatement, hein, savent qu'ils ont le gros problème d'un monde inassurable, hein. Ça surgit au bout de 10 minutes d'atelier. C'est quelque chose de très, très clair. Donc, tous les secteurs, on travaille absolument dans tous les secteurs. On peut travailler avec des grands groupes comme on peut travailler avec des très petites entreprises. Ça s'adapte, c'est vraiment tout le monde, ça fonctionne vraiment pour tout le monde. Alors peut-être je pose la question parce que là on est entreprise, est-ce que ça s'adapte aussi à des collectivités territoriales? Parce que je sais que effectivement les territoires aussi mettent en place des stratégies d'adaptation. Donc, ça, on fonctionne aussi bien pour les territoires que pour les entreprises. On travaille vraiment moitié-moitié. Les enjeux sont totalement différents, sont quand même différents pour un territoire et pour une entreprise. C'est plus facile pour une entreprise. À l'origine, on a été soutenu par l'ADEME, par François Boileux, pour les entreprises. Mais vraiment, voilà, on travaille avec les deux parce que, évidemment, dans l'adaptation, ce qui est formidable avec une entreprise, c'est que par exemple, vous voulez végétaliser, bah, vous pouvez végétaliser votre site. Et il y a effectivement très souvent dans les entreprises une réserve de foncier, et vous pouvez végétaliser. François a mis en avant les travaux faits avec Périferme sur la végétalisation au niveau des centres commerciaux. Ils ont la main. Au niveau d'un territoire, quand il s'agit de végétaliser, c'est beaucoup plus important et c'est indispensable. Votre végétalisation ne prendra du sens que dans le cadre de la végétalisation globale. Mais évidemment, au niveau d'un territoire, c'est plus long à se mettre en route, c'est différent. Donc l'avantage en tant qu'entreprise, c'est qu'on peut faire les choses plus rapidement et plus facilement. Exactement. Et bon, je me souviens de François Gémen qui disait, en fait, on croit beaucoup aux entreprises. Il y avait eu un séminaire avec les CCI, avec Christelle Ricci, avec qui j'interviens régulièrement. On disait, ce qu'il y a de bien à l'entreprise, c'est qu'elle peut agir à son niveau et c'est un maillon indispensable d'entraînement de la société. Et après, évidemment, il y a les territoires et une dimension politique. C'est impossible de l'oublier. Je voyais une question qui disait, est-ce que les conséquences sur les entreprises de l'effondrement de la biodiversité sont prises en compte? Oui, puisque vous avez deux cartes bleues, efficacité climat, est-ce que je ne suis pas en train d'augmenter mon risque climat? Et après, on a efficacité biodiversité, est-ce que je ne suis pas en train d'augmenter le risque de la biodiversité? Et il est très, très clairement dit, en fait, et on insiste beaucoup au niveau de l'atelier, si ce que je fais pour le climat aggrave le problème de biodiversité, j'aggrave mon problème, puisque le problème de la biodiversité est encore plus grave que celui du climat. On le voit moins, mais il est plus grave. Donc en fait, ça là-dessus, c'est vraiment, vraiment mis en avant. Et on insiste beaucoup sur les co-bénéfices, essayer de trouver des solutions qui sont à la fois des solutions pour le climat et pour la biodiversité. Et François Boileux a beaucoup insisté sur toutes les solutions fondées sur la nature. Et il y a énormément de choses qui se font dans ce sens-là. Donc toujours, toujours, on va le mettre en avant. Et quand les participants cherchent des options d'adaptation, si les solutions fondées sur la nature ne sont pas évoquées, en tant qu'animateur, on va l'évoquer. Ne jamais les oublier. Tout ce qui est tension, pénurie prévisible, ça c'est dans la carte faisabilité. Donc dans la carte faisabilité, on va parler du coût, on va parler de la difficulté des transformations sociales, hein. L'acceptabilité sociale, c'est un problème dans le cadre de l'adaptation comme dans toutes les transformations. Et on va parler effectivement aussi de la disponibilité. On parle des digues, on manque de sable. Donc de toute façon, la digue, non seulement elle ne permettra pas de protéger tout, mais en plus, on ne pourra pas toutes les construire. Merci, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre webinaire. Est-ce que François ou Marguerite, avant que je présente le prochain webinaire, vous avez un dernier mot de conclusion avant voilà, que je passe à des considérations beaucoup plus logistiques? Comme j'ai la caméra, je vais dire le mot et puis François conclura. Je pense qu'on a été très clair avec tous les intervenants sur l'urgence
Il y a urgence à s'adapter parce que le changement climatique est déjà là. On est focalisé sur le risque de transition. Les risques physiques sont là. Je prends l'image, c'est comme le nez au milieu de la figure. Les risques de transition, c'est dans un certain temps. Le risque physique, il est vraiment là. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a urgence parce que certaines choses prendront du temps pour le faire. Et donc, lançons-nous dans une dynamique de transformation qui, au total, est extrêmement vertueuse et ce sont des beaux projets. Merci. François? Ouais, très bien résumé, Marguerite. Il y a effectivement une urgence d'agir, euh, s'adapter. Enfin, vous allez travailler sur la pérennité de votre activité, la pérennité de votre entreprise. Et même si c'est un peu pessimiste ou anxiogène, vous vous adaptez aussi. Il y a des opportunités, mais aussi pour minimiser vos pertes par rapport aux aléas climatiques extrêmes à venir et graduels. Donc c'est vraiment une urgence et c'est un investissement à intégrer comme tous les autres investissements. Un grand merci à vous, Marguerite de Perrois et François Boileux.